vraiment dit, bon ok, est-ce que l'avenir ça va être ça va être les États de plus en plus faibles, des corporations de plus en plus fortes qui vont dicter leurs lois. Et j'avais transposé ça en spatial. Donc on a d'un côté les restes de l'ancienne puissance publique, qui est la fédération de tous les États, une sorte d'ONU qui a occupé toute la Terre et qui a pour rôle principal, on comprend assez vite, d'avoir une armée pour garder sa propre existence. Et en face, on a toutes les planètes autour dans le système solaire qui appartiennent en privé aux compagnies diverses et variées qui ont colonisé ces planètes. Et donc on se retrouve dans le système solaire avec des conflits entre la puissance publique et la puissance privée. C'est vraiment une sorte de métaphore poussée de cette situation-là. Alors à l'époque, je ne pensais pas qu'on irait aussi vite dans ce genre de choses. Depuis, on a vu s'accélérer la disparition de l'État et la montée en puissance du privé, entre autres la finance, toutes ces choses-là qui ont pris une place disproportionnée dans nos vies. Donc voilà, en tout cas, cette géopolitique-là, elle s'est imposée par cette idée du conflit public-privé. Alors, mais quand on est scénariste, quand on veut créer une œuvre, c'est quoi les premières questions qu'on pense en fait sur la feuille blanche du papier? C'est comment je vais m'en sortir. Ça, c'est la première. La feuille blanche, ça reste pour tous les auteurs, je pense, le moment le plus effrayant. Le moment où on a une espèce de fatras d'idées dans la tête. Si on n'a pas il y a certains boulots qui commencent par une idée forte directrice. Mais si on a plusieurs idées directrices, alors là, ça peut être des heures à cogiter, à essayer de mettre un ordre et surtout de trouver finalement, de décider quelle sera l'idée centrale et puis lesquelles viendront se nourrir cet arbre-là pour créer à la fin cette espèce de forêt que peut être un récit. Et là, je dois dire que, en l'occurrence, sur Universal War, j'ai pas eu ce problème parce que j'ai écrit tout ça en 3 semaines. Donc ça a été moi j'appelle ça une éruption créative. Je pense que j'avais, depuis que j'étais gamin, lu énormément de livres de science-fiction, réfléchi à tout ça. J'avais une sorte de background qui avait fait une chambre magmatique, vous voyez, sous pression, et qu'elle a explosé d'un seul coup, et que en fait tout est ressorti, tout est à peu près sorti dans l'ordre. Donc voilà, c'est pourquoi, comment, je ne sais pas, j'ai jamais eu depuis de moment. Alors est-ce qu'il y avait de la cocaïne dans l'air de mon appartement et je suis au courant? Est-ce que j'ai été visité par des extraterrestres qui ont mis des implants pour m'accélérer tout ça? Je ne sais pas, mais il y a eu un truc, voilà. Audrey Alouette, comment on réfléchit alors quand on crée par exemple Princesse Sarah, on crée, donc on se réinspire d'une œuvre existante et on imagine un monde steampunk. À quoi on pense quand on parle de géopolitique? Comment vous avez créé cet univers? Comment vous l'avez régi d'un point de vue politique? Alors dans le cas de la BD, et surtout quand on fait des séries, enfin moi toi tu as peut-être écrit tous tes tomes d'un coup, moi c'est absolument pas mon cas. Comme les tomes se font les uns après les autres, on a quand même le temps de réfléchir et de faire évoluer son univers au fil des tomes. Dans le cas de Princesse Sarah, par exemple, c'est vrai que je m'étais appuyée sur une œuvre romanesque préexistante, mais on s'en est très très vite écarté, d'abord parce qu'on avait décidé de faire du steampunk avec la dessinatrice Nora Moretti, et puis parce que ensuite, on l'a fait grandir, etc. Elle devient ingénieure en chef et chef d'entreprise d'une usine d'automates. Et on a décidé, enfin on a complètement rompu avec le roman, on est parti sur la suite. Très vite, c'est poser la question justement de la place de la femme parce qu'on faisait du steampunk victorien. Alors, d'ordinaire, le steampunk victorien est traité avec un regard actuel sur les villes en particulier, voilà. Mais malgré tout, les auteurs essayent de rester dans l'époque. C'est-à-dire que dans le cas du sexisme, par exemple, les héroïnes se retrouvent toujours face au sexisme et doivent l'affronter. Alors les auteurs font bien comprendre que c'est pas normal, mais malgré tout, elles essaient de ressusciter le sexisme du 19e. Avec Nora, on a décidé justement de faire finalement une œuvre très contemporaine, même si on restait au 19e siècle, parce qu'on a décidé, dès le 4e tome, de replier tout ça et de faire quelque chose de complètement contemporain en termes d'idéologie. Et en particulier, on s'est beaucoup attaché à la place de la femme dans l'espace urbain, c'est-à-dire que on a décidé, et puis pas seulement de la femme, d'ailleurs aussi des personnes racisées, on a décidé que voilà, même si on était au 19e en Angleterre, qui était sexiste, qui était raciste, etc., on allait rendre leur place aux femmes, aux personnes racisées, aux femmes racisées aussi, qui sont souvent très très sous-représentées. Et du coup, on a décidé d'en mettre en particulier à des postes à responsabilité. Dans les œuvres de fiction, les femmes et les personnes racisées sont souvent complètement invisibilisées. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voyez un policier, un boulanger, n'importe quel commerçant
n'importe quel politicien, etc. En fait, tous les gens qui font partie du décor, c'est même pas des personnages secondaires, c'est des personnages tertiaires, c'est-à-dire qu'ils sont là vraiment pour faire le décor et pourraient presque être remplacés par des robots. C'est presque toujours des hommes blancs. Et nous, on a décidé de repenser vraiment la géopolitique, mais ça demande un vrai exercice parce que naturellement, nous aussi, on avait tendance à mettre des hommes partout. Et on a décidé de basculer la chose complètement et on fait très attention à mettre des femmes racisées, des hommes racisés, etc. C'est le cas dans le dernier tome, par exemple, où il y a un club des automates très puissant avec les grands créateurs d'automates d'Angleterre, où là on a fait très attention à qui on nommait, etc. On a pensé aussi aux personnes invalides et tout ça. En même temps, c'est des problématiques qu'on retrouve en ce moment. C'est des grandes questions très modernes, hein, l'espace des femmes dans la ville. C'est des grandes questions d'urbanisme et on a justement lu des articles là-dessus et c'est pour ça que ça a traversé des articles pour arriver jusque dans nos livres et dans l'esprit de nos jeunes lecteurs, on l'espère. Alain Musset, quelle vision vous avez alors de la géopolitique dans la science-fiction? D'abord, je tiens à préciser une chose, c'est que moi je suis un vampire. C'est-à-dire que je ne suis pas un jour pourtant. Hein. non, mais je ne suis pas un créateur, je ne suis pas scénariste, je suis ni scénariste ni dessinateur. Alors moi je travaille à partir des créations des autres et donc j'analyse leur travail pour étudier nos sociétés contemporaines. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui est écrit, de ce qui est dessiné, j'interprète et je dis voilà, là ce sont les grands problèmes contemporains auxquels on fait face. Un exemple, donc Bajram l'a dit, le problème des corporations. Les grandes corporations, les grandes compagnies internationales qui prennent le pas sur les États et sur les nations, et disons-le aussi, je sais que parfois c'est une grossièreté, mais sur les peuples, eh bien c'est important de savoir comment la science-fiction interprète cette transformation du monde contemporain, dans un monde qui est globalisé, dans un monde qui est de plus en plus financiarisé, et où le pouvoir va s'opérer de manière, on va dire, virtuelle, désincarnée, déterritorialisée. Et il y a un roman, par exemple, de Max Barry, je ne sais pas, il y a peut-être parmi vous qui connaissent, c'est Jennifer Government. On est dans le futur, il y a des États, mais ils ne jouent pas vraiment un rôle important. Ce sont les transnationales qui se répartissent le pouvoir, qui se répartissent les territoires et qui se répartissent les marchés. Et les gens sont identifiés par l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc Jennifer, elle, c'est une agente du gouvernement, donc elle s'appelle Jennifer Government. Mais si vous travaillez chez McDonald's, vous allez vous appeler Jean-Pierre McDo. Si vous travaillez chez IBM, vous serez Catherine IBM, etc., etc. Et ça, c'est une évolution. On a l'impression que non, c'est de la science-fiction. Ne vous faites pas d'illusions, vous y êtes déjà dedans et vous êtes de plus en plus identifié à ce que vous êtes dans la société de production et de consommation. Et ça, la science-fiction est très importante. C'était aussi le cas d'ailleurs, d'une façon, la réflexion sur le nom, c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs. Je pense au voyage de Chihiro de Miyazaki, on connaît je pense, où justement, quand elle arrive dans cette espèce de grand terme, etc., qui est quand même si c'est très onirique, une figure capitaliste, on lui prend, la première chose qu'on fait, c'est de lui prendre son nom, justement. Et là, c'est aussi quelque chose, on parle du futur, mais on peut parler aussi du passé. N'oublions pas que les esclaves, notamment les esclaves noirs aux États-Unis, ils avaient leur prénom, mais ensuite, ils avaient le nom de leur propriétaire. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi en Amérique latine. Quand vous avez, moi je suis spécialiste d'Amérique latine, pourquoi y a-t-il autant de Fernandez, Rodriguez, Alvarez et si peu d'autres noms? C'est parce que les Indiens qui appartenaient de manière indirecte à un grand propriétaire portaient le nom du grand propriétaire. Et comme par hasard, ça s'appelait Alvarez, Fernandez, etc. C'est pour ça